Il y a un truc que j'adore, c'est de comprendre comment un artiste, que ce soit un romancier, un poète, un peintre, etc., s'y est pris pour passer de l'anonymat le plus complet à la reconnaissance la plus folle. Et à ce titre, le cas de Rimbaud est super intéressant pour une raison, c'est qu'il est devenu célèbre qu'après sa mort et que dans l'inconscient collectif, il incarne à merveille le fameux mythe du poète maudit, c'est-à-dire de l'artiste incompris de son vivant et reconnu seulement après sa disparition. Et d'ailleurs, vous allez voir que non seulement il est à l'origine de ce mythe, mais qu'en plus, il l'incarne finalement pas si bien que ça, ou disons pas de la façon dont la plupart des gens l'imaginent, parce que la vérité, c'est que Rimbaud était pas plus incompris de son vivant qu'après sa mort, comme on va le voir. Mais avant d'étudier comment sa postérité s'est organisée, il faut quand même savoir un minimum comment il a vécu. Et justement, Rimbaud est encore une fois hyper intéressant à ce niveau parce que de tous les poètes de son époque, c'est vraiment celui qui a eu l'existence la plus atypique et la plus romanesque. En fait, dans le monde de la poésie, Rimbaud, c'est une anomalie. D'abord, il a écrit tous ses poèmes entre ses 15 et ses 19 ans, ce qui est très jeune et qui relève d'une étonnante précocité. Et pour vous rendre compte à quel point Rimbaud écrivait vraiment bien, le meilleur moyen, c'est tout simplement de le lire. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas très long de découvrir toute l'œuvre de Rimbaud parce que tous ses poèmes tiennent dans ce livre d'à peu près 250 pages. La moins bonne, je vous préviens, c'est que Rimbaud est pas non plus si accessible que ça. Personnellement, je trouve que ça se lit très bien, mais pour certaines personnes, je sais que ça peut être assez compliqué parce que quand on lit du Rimbaud, il faut pas forcément chercher à comprendre ce qu'on lit, surtout pour ses derniers poèmes. Alors je m'explique parce que grosso modo, on pourrait diviser son œuvre en deux parties. En fait, au début, Rimbaud entre dans la poésie en écrivant des vers, ce qui est la façon la plus commune d'écrire de la poésie à cette époque. Le seul truc qu'on peut noter tout de même, c'est que dès ses débuts, il respecte pas forcément toutes les règles pour écrire de la poésie au sens classique du terme. Il s'affranchit de pas mal d'entre elles en jouant par exemple avec la position de la césure dans l'alexandrin, avec l'alternance des rimes masculines et féminines, etc. Bon, tout ça c'est un peu technique, je vais pas entrer dans tous les détails ici, mais juste pour vous donner un exemple très simple, normalement dans la poésie classique, chaque vers d'un poème est censé avoir une unité de sens. Pourtant, si on prend la première strophe du Dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Et avec les mots d'argent et lui en début de vers, Rimbaud fait deux fois un enjambement avec rejet, c'est-à-dire que le sens d'un vers continue sur le vers qui le suit, et ça dans la vision la plus classique de la poésie, c'est pas quelque chose qu'on est censé retrouver. C'est pas totalement interdit, il y a des auteurs qui ont fait ça avant Rimbaud, mais disons que c'était pas forcément très bien vu non plus, et c'est un exemple parmi d'autres du genre de liberté que Rimbaud et bien des poètes de son époque vont prendre pour s'affranchir des codes de la poésie classique. Alors je disais qu'on peut diviser l'œuvre de Rimbaud en deux parties parce que s'il commence par écrire des vers, ensuite il va passer à la prose, et autant il était extrêmement doué pour écrire en vers, autant quand il va passer à la prose, ça va être encore plus génial. Là on peut dire qu'avec la prose, Rimbaud est totalement en roue libre, c'est même plus qu'il prend des libertés, c'est qu'il fait absolument ce qu'il veut, et c'est surtout là que Rimbaud va être extrêmement novateur parce que des poètes qui écrivent en prose au 19e siècle, il y en a très peu. Le plus connu qui a fait ça avant Rimbaud, c'est Baudelaire, notamment avec son recueil Le Spleen de Paris, mais si je prends le cas de Baudelaire pour le comparer à Rimbaud, c'est pas du tout la même prose. Dans Le Spleen de Paris, Baudelaire raconte des histoires qu'il stylise, mais tout est très sensé, tout reste assez cohérent, on va dire. Ce sont des belles histoires très bien écrites. A l'inverse, dans ces deux recueils en prose que sont Une saison en enfer et Les Illuminations, Rimbaud cherche plus forcément à raconter des histoires compréhensibles. Bon, dans Une saison en enfer encore un tout petit peu, mais avec Les Illuminations, surtout ce qu'il fait, c'est qu'il fait plutôt éclater des images dans l'esprit de ses lecteurs. Donc j'ai presque envie de dire aussi, pour résumer Les Illuminations, qui tend vers une forme d'abstraction, et aussi, ce qui est important de souligner, c'est que avec ce recueil, Rimbaud arrive selon moi au bout de sa quête poétique. D'abord parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le dernier qu'il a écrit, et ensuite parce que en le lisant, j'ai quand même le sentiment que Rimbaud atteint enfin au but qui s'était fixé dans la poésie, c'est-à-dire au fait de devenir voyant. Ça, c'est un concept qui va beaucoup compter dans la postérité de Rimbaud, mais en fait, quelques mois plus tôt, Rimbaud a écrit deux lettres qu'on appelle aujourd'hui les lettres du voyant, et dans lesquelles il explique sa vision de la poésie qui marque une nette rupture avec les poètes qui l'ont précédé. Pour vulgariser, disons que avant la poésie recherchait le beau dans sa conception la plus classique, et qu'avec Rimbaud, ce à quoi elle va s'intéresser, c'est au moi profond du poète. Alors la première lettre du voyant était adressée à son ancien professeur de rhétorique Georges Isambard, et la seconde à un ami poète du nom de Paul Demeny. Vous pourrez retrouver ces deux lettres dans quasiment n'importe quel recueil des œuvres de Rimbaud, parce qu'elles sont tellement importantes que les éditeurs les y incluent toujours, et ils ont bien raison. Mais pour vous en résumer la substance, Rimbaud dit que le poète doit se faire voyant, et se faire voyant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien Rimbaud explique, le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Et concrètement, ce que dit Rimbaud à travers tout ça, on peut le résumer en deux courtes formules très célèbres qu'il écrit aussi dans ses lettres. D'abord, c'est que je est un autre, et ensuite, c'est que le poète est un voleur de feu. C'est une référence qui fait au mythe de Prométhée qui vole le feu aux dieux
Dieu pour l'apporter aux hommes. Donc pour Rimbaud, le poète va voler une sorte de feu sacré qui est comme une parole capturée dans un au-delà assez mystique, où je est un autre que lui, et lui en tant que poète se fait le messager de cette parole qu'il rapporte aux hommes. Et comment il y parvient? Eh bien en déréglant tous ses sens, c'est-à-dire en vivant de façon totalement exagérée, en multipliant toutes les expériences possibles, en prenant éventuellement des substances illicites, etc., dans le but de décupler toutes ses sensations, toutes ses intuitions. Il écrit aussi: si ce que le poète rapporte de là-bas a forme, il donne forme, si c'est informe, il donne de l'informe. Et avec les illuminations, c'est ce qu'il fait, il donne en quelque sorte de l'informe. On comprend rien à ce qu'il veut dire, mais il le dit tellement bien et avec des images si soignées que ça crée une expérience de lecture qui procure des émotions vraiment très particulières et j'ai envie de dire assez uniques. Et donc ça, ce concept du poète qui doit se faire voyant, c'est quelque chose qui va énormément inspirer les surréalistes, c'est-à-dire la génération de poètes qui lui succédera au début du XXe siècle. Mais du coup, à ce stade, on pourrait être tenté de se demander pourquoi tout ce qu'il écrit va n'avoir qu'un impact très limité de son vivant et qu'après sa mort, il va devenir une sorte de superstar de la poésie. En fait, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. D'abord, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, même si aujourd'hui il y a beaucoup de poètes du 19e siècle qui sont devenus célèbres, et bah à cette époque, la poésie, un peu comme aujourd'hui, ça reste un genre de niche. Ce que je veux dire, c'est que à part les poètes eux-mêmes, il y a quelques personnalités du monde des arts et certains curieux qui lisent un peu de poésie, mais c'est pas un genre qui va faire de vous une star. En réalité, contrairement au roman, il y a très peu de gens qui lisent de la poésie et quand un auteur publie un recueil, s'il en vend 1000 exemplaires, c'est déjà énorme, c'est presque un best-seller en poésie. Donc ce que je veux dire, c'est que les poètes ne vivent jamais de leurs poèmes et c'est pas par manque de reconnaissance du public au sens où les gens de leur époque étaient trop bêtes par rapport à aujourd'hui pour comprendre ce qu'ils voulaient transmettre, mais c'est simplement que la plupart des gens au 19e siècle ne s'intéressaient pas à la poésie de leur époque. Et en vérité, c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors les réseaux sociaux peuvent peut-être légèrement changer la donne avec des poètes influenceurs sur Instagram, mais en tout cas des poètes qui vivent des ventes de leurs recueils de poésie de leur vivant de façon durable, je suis même pas sûr que ça existe. Le plus souvent, quand on y regarde de près, ils vont avoir d'autres sources de revenus beaucoup plus stables et importantes, ils vont écrire des chansons pour d'autres artistes, ils vont faire du roman, du scénario, de l'essai ou d'autres choses, mais ils se contentent pas des ventes de leurs poèmes parce que la poésie, ça s'est toujours très mal vendu. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Rimbaud, il y a encore un truc qu'il faut ajouter, c'est que non seulement la poésie au 19e siècle se vend mal, mais en plus, il a publié aucun livre lui-même de son vivant. En réalité, il a partagé quelques poèmes dans des revues très spécialisées qui elles-mêmes avaient un très petit lectorat. Bon, il a quand même cherché à faire publier un recueil, Une saison en enfer, mais tout s'est pas passé comme prévu, et d'ailleurs il l'a fait imprimer à compte d'auteur. Alors à compte d'auteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'auteur qui paye pour faire imprimer ses livres et qui va se débrouiller tout seul pour les distribuer, contrairement à une maison d'édition à compte d'éditeur, où là c'est la maison d'édition qui paye tous les frais liés à l'impression et qui s'occupe de la distribution. Donc je vous le cache pas, en général quand un auteur s'édite à compte d'auteur, c'est parce qu'il n'a pas la possibilité de faire autrement. Et dans le cas de Rimbaud, il va faire imprimer environ 500 exemplaires d'Une saison en enfer, mais il en récupérera qu'une petite dizaine qu'il distribuera gratuitement à des amis autour de lui, dont le poète Paul Verlaine. Pendant des années, une légende a couru selon laquelle Rimbaud avait brûlé tous les autres exemplaires, une rumeur qui a été répandue par sa sœur après sa mort, mais en réalité on s'est aperçu que c'était faux quand on a retrouvé 425 exemplaires chez son imprimeur des années plus tard. Alors on sait pas exactement pourquoi tout ce stock est resté chez l'imprimeur aussi longtemps, mais une des raisons les plus probables, c'est peut-être que Rimbaud n'a pas payé pour les retirer. Quoi qu'il en soit, ça c'est la seule tentative que Rimbaud va faire pour se faire publier, donc comme il a donné qu'une dizaine d'exemplaires à des amis autour de lui, vous comprenez désormais une chose, c'est que lorsqu'il était poète, pour lire du Rimbaud, eh ben, il fallait connaître Rimbaud. Et je l'ai pas expliqué encore, mais à l'époque, les poètes avaient pour habitude soit de se retrouver ensemble dans des soirées où ils se lisaient leurs textes entre eux, soit de se les envoyer dans des lettres, et c'était essentiellement comme ça, avec des relations directes entre le poète et ses lecteurs, qui faisaient le plus souvent partie de son cercle social, qu'un poète partageait ce qu'il écrivait. Pour l'anecdote, c'est aussi après avoir échangé des poèmes dans des lettres avec Verlaine que ce dernier va inviter Rimbaud à le rencontrer, et qu'il va alors se passer entre eux des choses assez étonnantes. D'ailleurs, j'ai assez peu parlé de la vie personnelle de Rimbaud jusqu'ici, et pourtant elle est aussi très intéressante pour comprendre comment sa légende va se forger quelques années après sa mort. D'abord, un fait marquant de sa biographie, ça va être sa relation avec Verlaine, qui va commencer par l'introduire dans les cercles poétiques parisiens. Par exemple, ils vont se retrouver ensemble dans les dîners des Vilains Bonhommes, qui sont un groupe assez informel de poètes et de divers artistes de l'époque, et dans lequel Rimbaud va se distinguer à la fois par ses qualités littéraires et par la pauvreté de son comportement. Autant le dire tout de suite, pendant ces jeunes années, Rimbaud fait souvent très mauvaise impression à beaucoup de gens, parce qu'il sait pas se comporter en société, il a beaucoup de mauvaises manières, il a un côté adolescent rebelle, il boit beaucoup, etc. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que je trouve assez marquante sur Rimbaud à ce sujet et qui a lieu justement lors d'un dîner des Vilains Bonhommes. En fait, il y a un poète du groupe qui est en train de lire son poème à tous les autres. Rimbaud, qui a pas mal bu, trouve ça chiant et s'écrit merde, merde, merde comme ça à plusieurs reprises. Alors le photographe Étienne Carjat, qui est là et qui est célèbre pour avoir pris ce cliché de Rimbaud, mais qui a aussi photographié pas mal d'écrivains ou poètes de son époque comme Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, Jules Verne et j'en passe, demande à Rimbaud de se taire et de se tenir tranquille. Évidemment, ça plaît pas à Rimbaud, apparemment il y a des insultes qui fusent de tous les côtés, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une canne épée et il blesse Étienne Carjat à la main, ce qui vaut à notre cher Rimbaud de se faire chasser du groupe. Et ça vous
vous donne au passage une idée du tempérament assez destructeur et même autodestructeur que Rimbaud pouvait avoir, un tempérament qui va d'ailleurs atteindre son apogée avec sa relation avec Verlaine, puisque Rimbaud et Verlaine vont devenir amants. Verlaine va même quitter sa femme et son fils pour vivre une idylle avec Rimbaud pendant près d'1 an, époque pendant laquelle ils vont passer pas mal de temps à Londres et qui va se conclure elle aussi par un drame assez surprenant. En fait, à Londres, au bout d'un moment, Verlaine commence à en avoir marre de Rimbaud parce qu'ils ont une relation quand même assez conflictuelle. Il regrette d'avoir quitté sa femme et il menace même de se suicider si elle veut pas se remettre avec lui. Donc, un jour de juillet, il quitte brusquement Londres tout seul pour se rendre à Bruxelles, mais Rimbaud le rejoint quelques jours plus tard et alors qu'ils sont dans une chambre d'hôtel et que Verlaine est particulièrement éméché, il prend un pistolet et il tire à 2 reprises sur Rimbaud. Alors il le loupe une fois, mais l'autre balle le blesse à la main et ça va être un épisode assez traumatisant pour Rimbaud. Le temps de se faire soigner, il va même avoir très peur de Verlaine au point de demander à un policier de le protéger. Il va aussi porter plainte, même s'il retirera très vite sa plainte pour éviter trop d'ennuis à son compère, qui fera quand même 2 ans de prison pour ça, essentiellement parce que l'enquête révèle qu'il a eu des relations sexuelles avec Rimbaud et que l'homosexualité constitue un fait aggravant dans ce genre d'affaires à cette époque. À la suite de cet épisode, Rimbaud va alors écrire Une saison en enfer puis Les Illuminations. Même si c'est difficile de dater exactement tous ces textes, on considère que la plupart ont quand même été écrits après sa relation avec Verlaine, qui reverra quand même une fois après sa libération pour lui remettre justement le manuscrit des Illuminations. Par contre, après ça, Rimbaud et Verlaine vont perdre contact et surtout Rimbaud va totalement arrêter d'écrire de la poésie alors qu'il a seulement 19 ans et une toute nouvelle vie commence pour lui, celle d'un aventurier explorateur. Je vais faire court sur la vie de Rimbaud après la poésie parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais grosso modo, il va voyager un peu partout dans le monde et il va y avoir aussi beaucoup de légendes autour de cette vie-là parce qu'il va faire énormément de choses très différentes et dont on ne sait pas forcément tout. Néanmoins, on peut quand même relever qu'en 1876, il va s'engager dans l'armée coloniale néerlandaise, puis dès qu'il aura touché son solde, il va déserter. Quelques années plus tard, il va essayer de faire un livre de géographie sur l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, une région qu'il explore pas mal, qui compte photographier et qui veut documenter, mais le projet n'aboutira jamais. Encore un peu plus tard, il va essayer de faire du trafic d'armes, mais financièrement, ça va pas très bien se passer. Et sinon, à part ces quelques faits marquants et anecdotiques, il va voyager un peu partout, comme je l'ai dit, et le plus souvent, il va travailler comme une sorte de négociant dans différentes affaires, le genre de job qui lui sera d'autant plus accessible qu'il parle plusieurs langues comme l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol ou encore l'arabe. Un endroit où il va faire plusieurs séjours aussi, c'est le Harar, donc toujours en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, mais à la suite de plusieurs années de cette vie d'explorateur qui est très éprouvante pour son organisme parce qu'il est souvent dans des régions où il fait très chaud et les conditions de vie sont quand même assez dures, raison pour laquelle il souffrira plusieurs fois de fièvre très violente, et il va commencer à ressentir de fortes douleurs dans un genou et les médecins vont lui dire qu'il doit se faire amputer d'une jambe. L'opération va se dérouler à Marseille en mai 1891. Malheureusement pour lui, ça va mal se passer, il va pas bien cicatriser et il va développer plusieurs infections, ce qui fait que quelques mois plus tard, il décède dans son lit d'hôpital le 10 novembre 1891 à l'âge de seulement 37 ans. Comme je l'avais dit au début de la vidéo, à ce moment-là, il meurt comme un parfait inconnu, mais avant de nous intéresser à ce qui s'est passé après sa mort, il faut que je relate encore un fait qui a eu lieu au cours de sa vie après sa période poétique. En fait, en 1884, Verlaine publie la première édition d'un essai qui s'intitule Les poètes maudits et dans lequel il commente des poèmes de plusieurs auteurs, à savoir Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, auxquels viendront s'ajouter d'autres noms dans la seconde édition. Alors, c'est un livre avec un très petit tirage, il y a seulement 255 exemplaires qui sont imprimés, donc encore une fois, le lectorat est très restreint, mais quelques décennies plus tard, il va énormément contribuer à construire cette légende du poète maudit, de l'artiste maudit même, qui vit en quelque sorte à contre-courant de la société et dont le talent n'est reconnu à sa juste valeur qu'après sa mort. Néanmoins, quand on observe vraiment la vie de Rimbaud, en fait, on peut le qualifier a posteriori de poète maudit parce qu'il est effectivement devenu célèbre plusieurs décennies après sa mort, même si au moment où Verlaine le qualifie ainsi, il est toujours vivant et que la notion de poète maudit n'a pas forcément cette signification sous sa plume. En revanche, ce qui est très faux, c'est de dire que son talent n'était pas reconnu de son vivant. En fait, quand il était actif en tant que poète, Rimbaud a toujours bénéficié de la reconnaissance de ses pairs, du moins de ceux qui le connaissaient. Les poètes, les artistes de son temps l'ont tout de suite reconnu comme un poète hyper talentueux et Verlaine est un excellent exemple de ça puisque avant de devenir l'amant de Rimbaud, il était surtout un fervent admirateur de ses textes. Et la reconnaissance des pairs, en vérité, quand on étudie la vie de bien des artistes qu'on qualifie de maudits, c'est quelque chose que la plupart avaient de leur vivant et c'est d'ailleurs souvent la forme de reconnaissance qui vient en premier. Par contre, ce qui manque souvent à des artistes qu'on qualifie aujourd'hui de maudits comme Rimbaud, c'est la reconnaissance du grand public qui rend leur nom tout à coup célèbre et qui n'arrive bien souvent qu'après leur mort. Mais dans le cas de Rimbaud, c'est très facile de comprendre pourquoi il avait si peu de chances de devenir célèbre de son vivant. D'abord parce que très peu de gens lisaient de la poésie contemporaine à son époque et ensuite parce qu'il a rien publié. En fait, il faut attendre 1886 pour que le second recueil de Rimbaud, Les Illuminations, soit enfin imprimé avec un petit tirage d'environ 200 exemplaires. À une époque où Rimbaud est encore vivant mais où il a abandonné la poésie depuis longtemps, donc du coup le recueil est imprimé en quelque sorte sans sa validation directe, même s'il avait donné le manuscrit à Verlaine un peu dans ce but une dizaine d'années plus tôt, et je sais même pas s'il a su qu'il avait finalement été édité,
mais en tout cas, si l'information est parvenue à ses oreilles, il y a de grandes chances qu'il s'en soit foutu vraiment totalement, parce qu'à ce moment-là, la poésie de toute façon c'était vraiment derrière lui et il avait d'autres préoccupations. Au passage, cette édition de 1886 est aussi un peu particulière et bordélique, parce qu'il manque certains textes en prose, tandis qu'il y a des poèmes en vers qui sont dedans alors qu'ils devraient pas y être. Bref, c'est un peu le bazar et il faudra attendre 1895, soit 4 ans après la mort de Rimbaud, pour que soit enfin publié un livre qui inclut toute son œuvre poétique, c'est-à-dire ses poèmes en vers, une saison en enfer et une version complète des Illuminations. Et pour l'anecdote, c'est l'éditeur de Paul Verlaine qui va publier ce volume, donc autant dire que Verlaine est loin d'être étranger à cette publication, et comme vous vous en êtes sans doute rendu compte avec toutes les anecdotes que je vous ai racontées, après l'accident de Bruxelles, si Rimbaud va totalement oublier Verlaine et passer à autre chose, Verlaine quant à lui n'oubliera jamais Rimbaud et continuera d'écrire sur lui et de l'admirer longtemps après. Bref, en tout cas je vous ai résumé je pense l'essentiel de ce que vous deviez savoir sur la vie de Rimbaud pour comprendre maintenant comment sa postérité s'est organisée. Alors autant le dire tout de suite, la première édition de ses œuvres complètes en 1895 va pas être un best-seller. En revanche, elle va permettre de diffuser Rimbaud un peu plus facilement dans les cercles littéraires et grâce à ça, il va tomber entre les mains des surréalistes qui vont en faire une figure centrale de leur mouvement à partir des années 1910. Alors le surréalisme, pour résumer dans les grandes lignes, c'est un mouvement artistique qui se caractérise essentiellement par son intérêt pour le fonctionnement de la pensée, pour le psychisme, pour l'inconscient et par son rejet des préoccupations esthétiques ou morales. En gros, le surréalisme veut marquer une rupture avec la tradition artistique, on n'est plus sur des formes d'art qui respectent des règles ou des canons de beauté, mais sur des manières de créer où l'artiste ne se donne plus aucune limite et cherche à exprimer ce qu'il a au fond de lui. Et à ce titre, Rimbaud incarne justement pas mal de choses qui sont très chères aux surréalistes. Toute cette conceptualisation autour du poète qui doit se faire voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, c'est quelque chose qui parle directement aux surréalistes qui vont beaucoup explorer tout ce qui va être hallucination, inconscient, drogue, écriture automatique, mélange des disciplines artistiques, etc. En même temps, les surréalistes veulent rejeter l'idée de toute tradition pour faire table rase du passé et Rimbaud va aussi dans ce sens avec sa célèbre phrase « Il faut être absolument moderne ». Rimbaud, d'un point de vue créatif, c'est un innovateur, il n'hésite pas à explorer de nouvelles formes, quitte à brusquer les lettrés les plus conservateurs, et son exploration de la poésie en prose en est le meilleur exemple parce que, je le rappelle, mais à son époque, la poésie en prose, tout le monde s'en fout et quasiment personne n'en écrit ou n'en lit. Bref, Rimbaud est l'un des précurseurs des surréalistes et c'est ce qui fait que sa légende commence tout doucement à naître dans les années 1910-1920. Quoi qu'il en soit, à cette époque, Rimbaud n'est pas encore connu du grand public, même si, pour l'anecdote, il y a un buste de lui qui est érigé en 1901 dans le square de la gare de Charleville-Mézières, d'où il était originaire et qui est l'œuvre du beau-frère de Rimbaud. En 1901, ça fait 10 ans que Rimbaud est mort, donc ça peut paraître un petit peu surprenant qu'on lui fasse une statue comme ça à cet endroit. Néanmoins, comme ses œuvres sont désormais publiées, je pense qu'à Charleville-Mézières, ça suffit à faire de lui une petite personnalité et donc à justifier la présence de ce buste. Quoi qu'il en soit, la statue est détruite pendant la Première Guerre mondiale et donc en 1927, un nouveau buste réalisé par un certain Alphonse Coll est réinstallé au même endroit et il va donner lieu à une pétition des surréalistes qui s'insurgent contre cette statue dans un tract qui s'intitule « Permettez ». Ils écrivent notamment un texte qui est signé par Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard, Jacques Prévert, Raymond Queneau et bien d'autres, et dans lequel ils expliquent « Vous avouerez, messieurs, que l'occasion est peut-être mal choisie de se laisser aller au délire patriotique, celui que vous célébrez n'ayant eu pour vous que des gestes de dégoût et des paroles de haine et ne pouvant jouir à jamais que d'une gloire toute contraire à celle des écrivains morts pour la France, ces chevaliers de l'esprit en qui se concentre ce que la France a défendu au cours de la dernière guerre. » Bref, il souligne quelque chose de très absurde, c'est que tout à coup les institutions officielles de l'État célèbrent Rimbaud, alors que Rimbaud les a toujours férocement méprisés, et d'ailleurs dans le tract, ils incluent plusieurs citations de Rimbaud qui critiquent ouvertement sa ville de Charleville-Mézières, l'armée, le travail, etc. Donc j'avoue, il y a presque un côté drôle à voir une ville, un maire, des représentants d'un département, etc. faire une petite fête de village très formelle pour l'inauguration du buste d'un poète que la plupart d'entre eux n'ont certainement pas lu et dont ils ne connaissent ni la vie ni les idées, sinon ils auraient probablement pas fait tout ça. Quoi qu'il en soit, la statue sera quand même installée, mais elle sera fondue pendant la Seconde Guerre mondiale sous le régime de Vichy, et en 1954, un sculpteur qui s'appelle Dumont en fera encore une autre, d'après le modèle d'Alphonse Coll de 1927, et ça c'est une statue que vous pouvez toujours observer aujourd'hui dans le square de la gare de Charleville-Mézières. Et du coup, cette anecdote est aussi bien pratique parce qu'elle nous mène maintenant aux années 50, période pendant laquelle Rimbaud continue de gagner en popularité. Cette décennie est notamment marquée par le centenaire de sa naissance, et à ce moment-là, Rimbaud commence à devenir une icône pour la jeunesse. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment très important sur Rimbaud et sur l'image qu'on a de lui, mais justement on a tendance à le figer dans le temps comme un adolescent éternel, ce qui a beaucoup contribué à sa légende, et il y a deux raisons qui l'expliquent. D'abord, comme on l'a vu, il a écrit toute son œuvre poétique entre ses 15 et ses 19 ans, donc ses textes portent souvent en eux les préoccupations d'un adolescent rebelle qui s'élève contre le monde, et ça c'est une thématique qui parle évidemment à la jeunesse. Mais en plus de Rimbaud, on a très peu de photos, et surtout on n'a aucun beau portrait de qualité de lui à l'âge adulte. Il existe quelques rares photos de lui adulte, mais on discerne plus sa silhouette que son visage, et donc c'est pour cette raison qu'on le représente aussi toujours avec le portrait d'Étienne Carjat, pris quand il avait aux alentours de 16 ans, parce que c'est la meilleure photo qu'on ait de lui, et qu'avec son regard comme ça,
ça porté dans le lointain, bah cette image représente à merveille l'idée qu'on se fait de lui en tant que poète. Mais donc tout ça pour dire que le visage de Rimbaud adulte, on le connaît pas vraiment et donc on le représente toujours comme un adolescent, ce qui favorise encore une fois son statut d'icône pour la jeunesse. À côté de ça, dans les années 50-60, Rimbaud va aussi commencer à être de plus en plus étudié à l'école et par des universitaires, ce qui va en quelque sorte lui octroyer une légitimité historique en tant que poète, on va dire, et qui va faire de lui un classique. Néanmoins, faut pas s'y tromper non plus, quand je dis que Rimbaud devient un classique, c'est au sens où Hemingway l'entend, c'est-à-dire un classique c'est un écrivain dont tout le monde parle mais que personne n'a lu. Et la célébrité de Rimbaud à ce titre colle plutôt bien à cette citation parce que si je descends dans la rue et que je demande à des gens au hasard qui est Rimbaud, je pense que la plupart des gens sauront me dire que c'est un poète. Par contre, si je leur demande de me dire quel poème ils ont lu de lui, là je pense que j'aurai beaucoup moins de réponses. Et encore une fois, c'est normal, c'est parce que très peu de gens lisent de la poésie par eux-mêmes. Pour finir, sachez aussi que la célébrité de Rimbaud ne s'étend pas qu'à la francophonie, puisque à partir du moment où les surréalistes le redécouvrent, il va être de plus en plus traduit dans d'autres langues. Alors je dis pas qu'il est ultra célèbre dans toutes les cultures, mais ça m'est arrivé plus d'une fois de remarquer que des écrivains anglophones le citaient par exemple parmi leurs sources d'inspiration. Et pour l'anecdote, une saison en enfer a même été traduite par Zelda Serre, la femme de Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby le Magnifique, dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Enfin, notons aussi que dans la seconde moitié du XXe siècle, Rimbaud entre un peu plus dans la culture populaire avec des artistes musicaux qui s'inspirent de lui, comme Léo Ferré qui sort un album intitulé Verlaine et Rimbaud en 1964, ou le film Total Eclipse sorti en 1995 avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Rimbaud qui revient sur la relation entre Verlaine et Rimbaud. Bref, en tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, vous y voyez maintenant plus clair sur la façon dont Rimbaud est devenu un poète reconnu et célèbre au fil des ans. Et comme vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je vous propose de terminer avec une interview qui date de 1954, qui dure environ 2 minutes, et dans laquelle un ancien voisin de Rimbaud, un certain monsieur Fricoteau, parle de lui et répond aux questions des journalistes. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Fricoteau? Oui, monsieur, oui. On nous a dit que vous aviez connu Rimbaud. Oui, j'ai connu Rimbaud, un peu, oui. Vous en souvenez? Oui, oui. Vous étiez son voisin? Eh, Vous étiez son voisin? mon voisin, oui. Oui. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Bonjour, madame. Et alors vous vous souvenez de lui? Un peu, oui, comme ça, parce qu'on l'a vu au pays, quoi. Il se promenait Il se promenait comment? avec une voiture, À cheval? à cheval, Et c'est lui qui conduisait? tout seul, oui. Et il allait sur Attigny, comme ça, il allait un peu il se promenait tous les jours après-midi. Mais il avait déjà sa jambe de bois à l'époque. Oui, oui, il avait sa jambe de bois. Ah oui. Et il conduisait tout de même des chevaux? Oui, oui. Même des chevaux fringants, je vous dis, des chevaux qui marchaient, hein. Il n'avait pas peur. Vous vous souvenez de lui? Comment était-il habillé? Bon, il avait un chapeau blanc sur la tête, moi, en fait d'habit, je ne vois pas. Oui. Oui. Vous lui avez parlé quelquefois? Jamais. Vous saviez qu'il écrivait? Non, non plus. Depuis on ne savait quand? pas. Depuis quand vous le saviez? Vous le savez maintenant? Ben, parce qu'on a vu ça sur les journaux après ça. C'est comme ça qu'on a rendu compte que c'était un poète. Est-ce qu'on parlait de lui dans ce temps-là, pas comme poète? Non, mais- non, non, Non? On le connaissait. Il n'était jamais au pays d'abord. Il n'est Hmm. jamais revenu au pays. Vous connaissez mieux Madame Rimbaud? Madame Rimbaud, oh, Oui. oui, ça. Et vous avez lu des livres de Rimbaud? Non, jusqu'à-là. Non. Vous n'avez pas envie d'en lire? Hmm. Vous n'avez pas envie d'en lire? On peut prendre un ou deux si on veut. Ça ne dérange pas. Non. Bon, eh bien, je crois qu'on vous a demandé à peu près tout. Oui. Il nous reste à vous remercier. Au revoir, monsieur. Alors, Bonsoir, madame. Monsieur. Voilà, je trouve que l'extrait prête à sourire et j'avais envie de vous le partager en entier. Sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous. Et si vous en voulez encore plus, allez voir ma dernière vidéo sur Gatsby le Magnifique. Et moi, je vous dis à bientôt.